Bon retour sur ce plateau de libre expression et nous accueillons le professeur Mathias Eric Ouanangini. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Haïti, bonjour téléspectateurs. À l'endroit justement de ces téléspectateurs, nous soulignons que vous êtes enseignant d'université, vous êtes politologue, vice-recteur de l'université de Yaoundé 1, sans doute le politologue le plus pertinent, mais également le plus pointu ces 20 dernières années en Afrique. Merci d'être là une fois de plus, professeur. Je vous en prie. Nous allons commencer par Maître Emmanuel Sim, et c'est pour aborder le premier sujet inscrit à l'ordre du jour ce dimanche sur Libre Expression. Il s'agit du cambriolage qui a eu lieu du côté du bureau du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun. Une actualité qui fait et qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Question simple, hein, Maître, en votre qualité d'homme politique, quel est le regard que vous pouvez poser sur une telle actualité, surtout sur un tel acte? Écoutez, n'oubliez pas, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure en début d'émission, que je suis avocat. Tout à fait. Et un avocat, c'est d'abord les faits. Et les faits sont pour moi et pour les avocats sacrés. Je suis cette affaire-là dans les médias, dans les réseaux sociaux. J'apprends qu'il y a eu cambriolage de la présidence de la République, notamment dans le bureau de monsieur le directeur du cabinet civil. Eh bien, ça veut dire quoi, le cambriolage? Exactement. Qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que des gens sont venus de l'extérieur de la présidence de la République? On peut rentrer dans ce bâtiment sécurisé, on peut casser la porte du bureau du DCC avant d'emporter les sommes d'argent que j'ai entendues. Ça me paraît absolument surréaliste, à première vue. Donc, quand on annonce qu'il y a eu cambriolage, moi, prudemment, je me dis, il faut attendre un peu de savoir exactement ce qui s'est passé. Par contre, il peut arriver que dans ces bureaux-là, parce que c'est des bureaux qui sont nettoyés par du personnel à la présidence, qu'on puisse prendre un document ou un peu d'argent s'il y en a. Mais quand pas de cambriolage, j'avoue que je suis absolument étonné et que je vais être très réservé de faire un commentaire là-dessus. Vous allez être très réservé de faire un commentaire là-dessus. J'espère que le professeur Ouanangini ne sera pas également très réservé, mais je le connais courageux. Donc on a besoin de courage pour en parler. Si vous indiquez déjà cela, je vais me taire. Donc, professeur Mathias Eric Ouanangini, c'est un fait pour assurer l'avocat Maître Emmanuel Sim pour parler de cambriolage. Il y en a effectivement eu. Maintenant, professeur Mathias Eric Ouanangini, comment comprendre que dans un endroit aussi sécurisé, nous puissions avoir un tel acte? Comment comprendre qu'on puisse cambrioler au bureau du ministre directeur du cabinet civil de la République? Merci de me poser la question. Il est évident qu'un lieu à la fois prestigieux et important comme la présidence de la République, que ce soit un lieu sécurisé. Mais en matière de sécurité, il n'y a pas de risque zéro. Tout système de sécurité, aussi sophistiqué qu'il soit, peut avoir des failles. Et dans ce type de système, les failles ne viennent pas de l'extérieur, elles viennent de l'intérieur. Première remarque ou première observation? Analysez ça comme vous voulez. Je veux bien comprendre. Ça veut dire que c'est très peu probable que quelqu'un vienne absolument de l'extérieur, rentre dans l'enceinte de la présidence, se dirige vers les bâtiments où se trouve le cabinet civil et rentre, accède au périmètre du bureau du ministre directeur du cabinet civil et puis y entre par effraction. Il est évident, une fois que la matérialité des actes est reconnue, que ne peuvent l'avoir fait que des gens qui sont de l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie l'intérieur? Ça veut dire que des gens qui ont à un titre ou un autre accès à ces lieux pour une raison ou pour une autre et qui ont cette possibilité-là de manière permanente. Deuxième chose, un tel acte
peut viser plusieurs intentions. La première intention, c'est évidemment de fragiliser le ministre directeur du cabinet civil en lui faisant porter la responsabilité de ce que son bureau a ainsi été profané. Et sans rentrer dans les détails, quand vous savez où se trouve son bureau, on est vraiment dans le saint des saints. Et si donc des gens sont capables d'y rentrer, c'est dans l'intention de lui faire porter la responsabilité de n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires pour que la sécurité de ce bureau soit assurée. Autre chose, compte tenu de sa position, si son bureau est profané, ce n'est pas simplement lui qu'on vise. Ça veut dire qu'on vise le président de la République parce que c'est l'un de ses plus proches collaborateurs, en montrant qu'il est possible de profaner le domaine dans lequel le président se trouve. Pourquoi pourrait-on mener de tels coups, parce qu'il s'agit d'un coup? Je pense que ce sera la deuxième partie de ce problème. Quand le moteur démarre, vous voulez encore arrêter? Arrêtez d'abord, professeur. Je voudrais que nous restions d'abord sur l'acte qui a été opposé. Analyser l'acte, mais vous étiez pourquoi? Vous cherchez les raisons de comprendre l'acte. Les raisons ne sont pas séparées de l'acte. François, revient à vous. On va d'abord passer la parole au docteur, au colonel Didier Badjek, que je ne trahis pas en secret. Il a été spécialement appelé ce matin par Info TV parce que c'est un expert en matière de sécurité. Il n'a fait que cela dans sa vie. Alors, au colonel docteur Didier Badjek, pour le Camerounais lambda, il commence à se dire que même du côté de la présidence de la République, il n'y aurait pas sécurité. C'est vrai? Ou alors c'est aller vite en besoin? Bien, c'est vers cela, n'est-ce pas, que, je veux dire, tout le brouhaha qui fait tout autour de cette information voudrait pousser l'opinion à partir. Parce que, pour ma part, je ne peux pas me mettre dans une analyse sécuritaire dont je n'ai pas de faits qui sont palpables et je n'ai pas de communiqué. C'est vrai que dans le cas d'espèce, ça communique très peu. Mais maintenant, nous sommes en train de travailler et de réfléchir sur une hypothèse. C'est-à-dire que l'information qu'on a donnée et que l'on a transmise, n'est-ce pas, à coup de facilité dans les réseaux sociaux est celle qu'on a cambriolé le bureau de monsieur le ministre DCC. Et à mon niveau, je suis en train de vous confirmer qu'il y a bel et bien eu cambriolage. Oui, ça c'est un niveau, je ne sais pas quelles sont les bases. J'espère qu'on me fait confiance. Oui, non, c'est-à-dire qu'en cette matière, justement, moi, je ne peux avoir que des faits. Le communiqué officiel. Il a une bonne connaissance de la géographie de l'endroit. Il a entendu en parler. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que si on tend maintenant vers cette hypothèse, on peut également écouter beaucoup d'élucubrations qui sont sorties, notamment la quantité, n'est-ce pas, d'argent. On doit déjà 6 milliards, je ne sais pas si, même vous, là, vous n'êtes pas capable de transporter 50 millions tout seul. Donc c'est tout à fait ahurissant, c'est discréditer tous les services qui sont là-bas, et moi je ne suis pas dans la suite de ce train, n'est-ce pas, qui irait jusqu'à dire que on a volé, on a fait un vol avec effraction, ça veut dire qu'on a ça a fait du bruit et qu'il n'y a pas eu de réaction. Donc je pense que moi je vais plutôt aller vers une hypothèse. Si jamais cela est vrai, il y a certainement eu un petit larcin qui a été fait avec des employés qui sont en interne et que ça a pris cette amplitude du fait qu'on colore les relations qui existent et qui sont polarisées au niveau du palais aujourd'hui. Et donc vous voyez un peu ce que cela produit. Chacun laisse libre cours à ses pensées stratégiques, politiques et tout, et on arrive aujourd'hui à nous pencher encore sur un problème dont on croit qu'il est important parce que c'est juste sous les pieds du chef de l'État, mais que moi je crois que sert beaucoup plus à la diversion qu'à autre chose. Comment vous pouvez parler des diversions alors qu'il y a quand même eu une affaire de cette envergure? Pourquoi parler des diversions? Je voudrais dire
je voudrais également dire que si jamais cette affaire n'est pas de cette envergure et que c'est une affaire mineure qui est amplifiée, nous aurons donc des hypothèses à développer qui sont totalement différentes de celles que nous sommes en train de développer. C'est vrai que ça fait du buzz, c'est vrai que ce serait intéressant un dimanche que l'on suive que on a cambriolé, n'est-ce pas, chez le DCC, et que cela peut donner toutes les raisons de crainte et tout le reste pour un lieu qui est réputé être sacro-saint. Mais moi, je suis très très dubitatif à me porter sur cette hypothèse. Je ne vais pas trahir ici ce que l'on connaît de la sécurité là-bas parce que je n'y suis même pas autorisé, hein, de par l'observation ad vitam aeternam du code de l'article numéro 4 du code militaire. Mais cela n'est pas la sécurité, cela est l'information que nous sommes en train de développer aujourd'hui. C'est-à-dire que essayer de voir pourquoi est-ce que ça a été fait. Je pense que c'est le deuxième volet de votre question. Mais moi, je trouve, si vous voulez mon hypothèse en tant que spécialiste en sécurité, je trouve cela extrêmement improbable. Cela signifie il n'y a pas eu cambriolage. Donc, défini dans cette dimension, mon cher parfait, je suis obligé de vous dire que ça me semble être surévalué, surestimé et utilisé à d'autres fins. Moi, je pense. C'est ce que je pense. C'est ce que j'ai dit. On va passer la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, nous parlons donc de ce cambriolage qui a eu lieu du côté du bureau du directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Certains qui ont donné des informations, et c'est là je mettrai les guillemets, ils ont fait comprendre qu'on a emporté une somme de 6 milliards de francs CFA. Quel est votre regard? Parfait, ici, je ne vais pas vous accuser de tenter de faire de la langue de bois. Tout le monde dit, pour certains, on n'a pas cambriolé. Pour d'autres, on aurait cambriolé le bureau du DCC. Pourquoi ne pas percer l'abcès? On a cambriolé la présidence de la République. Donc le bureau du DCC est seulement à l'intérieur. Tout à fait. En fait, c'est ce qui fait peur de dire comme ça qu'on a cambriolé la présidence. Donc, si on va dans l'étude de Maître Sim, on entre chez l'une de ses secrétaires, on cambriole. Est-ce qu'on va raconter qu'on a cambriolé la secrétaire de Maître Sim? Non. On va dire qu'on a cambriolé Maître Sim. On a donc cambriolé Biya, c'est lui qu'on a cambriolé. C'est ça qui... Bien sûr, c'est ça qui est la vérité. Et les images sont là. Et les cas sont là. Donc il y a eu cambriolage. Il y a Pour rassurer le colonel. Il y a eu cambriolage. Maintenant, les quantités de choses ou la nature des choses emportées, ça c'est une autre problématique. Mais le fait est là. Et l'acteur principal ne l'a pas nié. C'est-à-dire le DCC n'a pas dit qu'on n'a pas cambriolé. Pas du tout. Il pourrait nier les montants évoqués ici et là. Mais le fait, nous l'établissons, il y a eu cambriolage de la présidence de la République du Cameroun. Très bien. L'hypothèse. Non, ce n'est pas une hypothèse. Chez vous, ce sera une hypothèse. Chez moi, c'est un fait. Puisque j'ai des images, nous procédons différemment. J'ai recoupé, j'ai des journaux qui ont publié. Le DCC a le droit de s'opposer à une publication. Il ne l'a pas encore fait. Il ne l'a pas fait. Et son mutisme ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu cambriolage. D'ailleurs, on doit interroger ce mutisme qui peut être une stratégie. Ça, c'est d'une part. D'autre part, est-ce que cela enlève à la présidence le fait d'avoir un niveau de sécurité très élevé? Pas du tout, parfait ici. Parce que le professeur Onangui vous a suggéré quelque chose. Quel que soit le niveau de sécurité d'un bâtiment, si l'effraction vient de l'intérieur, comment vous pouvez sécuriser le bâtiment contre lui-même? Ce qui est très peu probable, c'est qu'un individu sorte de Vovada et se dirige vers étudier arrive jusqu'au bureau du DCC. Qu'il ait même ce projet. Les gens n'ont pas ce projet du tout. Là au moins, bien est rassuré que nous qui ne sommes pas là-bas n'avons pas ce projet. Mais rassurons-les aussi de ce que ceux qui sont là-bas ont désormais le projet de le mettre dans la laisse. Ceux qui sont à l'intérieur. C'est pas un cambriolage dans ces cas-là. Vous voyez, moi, je pense qu'il faut se mettre d'accord sur des termes, monsieur Niemek. Vous avez pris un exemple qui est très excellent. Vous dites qu'on a cambriolé la sécurité de Maître Sim. Donc c'est son cabinet qui est cambriolé. Cela suppose, pour moi qui suis avocat et qui pratique ces termes-là, que l'élément
cambrioleur est venu de l'extérieur du bâtiment dans le dessin de voler. Maintenant, si c'est le garçon qui fait le ménage dans mon bureau parce qu'il y a un garçon qui fait le ménage, si c'est un collaborateur, une secrétaire du cabinet ou le comptable qui vient dans mon bureau et prend des choses, ce n'est pas un cambriolage du tout. Parce que là, maintenant, c'est un vol, c'est un larcin interne. C'est là que je dis que quand on parle de cambriolage, je le comprends comme une action venue de l'extérieur. Et j'ai dit ceci. Pour ceux qui sont allés à la présidence une seule fois, cela est parfaitement impossible. Oui. Et dès lors que le larcin, et je l'ai dit d'entrée de jeu, que le DCC a un bureau qui est entretenu, il y a bien un fait la propriété. On nettoie ses chaises, on nettoie et tout le reste. Donc, il est possible qu'une personne de l'intérieur qui est au service, qui est employé à la présidence, et puis faire un larcin. Mais appeler ça cambriolage me semble un très grand mot. Et c'est ça le Cameroun. Une inflation des mots. Non. Alors, on préfère qu'on puisse appeler. Mais c'est un larcin qui a. Non, pas un larcin. Non, je vais vous dire, le cambriolage suppose, je vais regarder dans les définitions, ça suppose une casse, une agression. Et effectivement, une casse. Une infraction extérieure. C'est même pas à vous que je vais faire le cours. Oui. Quand bien même votre secrétaire reviendrait à des heures indues pour casser vos bureaux, elle aurait cambriolé vos bureaux. Vous allez simplement découvrir que c'est quelqu'un qui était déjà avec vous. On n'a pas dit ici que la personne s'est située à l'extérieur parce que le DCC manifestement n'était pas dans son bureau au moment où on l'a cambriolé. Et il ne l'a pas laissé ouvert non plus. Je vous dis, les traces montrent bien qu'il y a eu effraction. Donc, moi, je veux rassurer les pros et les cons Biya que Biya a été cambriolé. Moi, le DCC n'est qu'un épiphénomène. C'est Biya qui a été. C'est pour cela que le professeur Mathias Ewounouangi parle de profaner. Parce qu'il paraît que dans son entendement, ce soit le Saint des Saints, la présidence de la République. Si tel est le cas, donc, on a donc profané le Saint des Saints. Et nous allons tenter de voir à quel dessein. Tout à fait. C'est justement la progression de ce débat. Et là, je passe la parole à Dieudonné Chi du SDF. Nous sommes donc d'accord que sur ce plateau, j'espère aussi avec le colonel Badjek, qu'il y a bel et bien eu cambriolage. Ou alors pour rassurer les uns, il y a bel et bien eu quelque chose. Il y a eu vol aussi. Il y a eu vol. Il y a eu vol à la présidence. Pourquoi un tel acte? Ceux qui ont cassé le bureau du ministre directeur du cabinet civil de la présidente, c'était simplement pour aller chercher de l'argent ou alors on cherchait autre chose, probablement, qui soit plus importante que l'argent. Bon, merci beaucoup pour la question qui est très pertinente. Je ne vais pas m'attarder sur un débat juridique. Nous ne sommes pas au tribunal pour essayer d'établir les faits et voir ceux qui sont responsables. Mais ce qui se passe est très grave. Et ça a une connotation politique très importante. Ça a une connotation politique très importante. L'acte qui s'est posé se pose exactement 20 ans après l'année 2004, que le chef de l'État disait lui-même que ceux qui s'intéressent à mes obsèques, je vous donne rendez-vous dans 20 ans. Dans une vingtaine d'années. C'est dans une vingtaine d'années, mais nous sommes à que disent que c'est 20 ans. On n'a pas dit ça. Peut-être qu'il a même 20 ans. D'aller au bout de sa pensée. Il a dit dans une vingtaine d'années. Allez-y, monsieur. La vingtaine a commencé. Le quoi? Il est fini avec 9 ans. Elle a commencé la vingtaine. L'acte qui se pose exactement 20 ans après que le président de la République ait fait cette déclaration. L'acte qui se pose exactement à un moment où les instructions et les autres instructions font autant de bruit. Mais si vous lisez le décret numéro 078/273 du 22 octobre 1998 organisant la présidence de la République, il est clairement établi que c'est le secrétaire général qui est en quelque sorte le véritable boss du gouvernement, qui assure la liaison entre la présidence de la République et le gouvernement et entre les institutions de la République.
Donc ce qui était normal, il doit, l'article 2, dans les alinéas 1 jusqu'à 3, dit qu'il reçoit les instructions du président. Et comme il assure la liaison entre la présidence de la République et le gouvernement, il peut donc les transmettre ces instructions. Mais nous sommes à un moment où ces instructions font autant de bruit. Et on peut voir de là quelque chose qui se cache politiquement. Pourquoi est-ce que l'affaire des instructions du président de la République, maintenant, ça fait... Il y a un lien entre les instructions du président de la République et le cambriolage au bureau du DCC. Oui, je suis en train de souligner le contexte. Oui, je suis en train de souligner le contexte. Vous allez me suivre doucement, vous allez comprendre vers là où je vais. Maintenant, si la présidence de la République du Cameroun, dont le président de la République est locataire, était une maison, un salon, où il y a le salon où on peut recevoir les gens et une partie privée, le cabinet civil et la section où on gère les affaires privées du chef de l'État. Tout à fait. Et quand vous entendez qu'il y a une telle chose là-bas, ça veut donc dire qu'on vise le chef d'État même pas seulement de manière publique, mais aussi de manière privée. Qui l'aurait fait? C'est un bon questionnement. Est-ce que c'est à l'intérieur même de la famille intime du chef de l'État? Quand je parle de la famille intime, je parle de sa famille biologique. Est-ce que ça peut venir de là? La question est ouverte, à chacun sa réponse. Est-ce que c'est au niveau des collaborateurs du DCC? Il y a à chacun sa réponse. Et maintenant, est-ce que ça vient des autres services de la présidence? Et jamais si il y avait quelqu'un de l'extérieur des services de la présidence qui était à l'origine, il est passé par qui? Après toutes ces questions dont on ne peut pas vraiment apporter des réponses concrètes, mais qui soulignent l'importance de l'acte qui a été posé, j'ai conclu politiquement dans ce contexte de transition politique. Parce que nous sommes là, effectivement, dans la période d'après-Biya. Ça se joue déjà. Vous avez quelques indicateurs? Bien sûr. Nous sommes dans la période après-Biya. Nous allons faire une analyse. Nous allons faire une analyse politique, historique. Et on fait la comparaison. Nous sommes dans l'après-Biya et l'acte qui vient de se poser est un symptôme d'une mauvaise préparation de l'après-président de la République. Vous demandez le fait. Nous sommes en train de vivre un moment qui n'est pas isolé. Nous l'avons vécu entre 1975 et 1982. Avant que le président de la République ne vienne au pouvoir, son arrivée était bien préparée. En 1975, on a amendé la Constitution pour créer le poste de Premier ministre. 1979, la Constitution est amendée pour faire de lui successeur constitutionnel du chef de l'État. C'était dans quel contexte? Contexte parti unique. Donc, il y avait moins de divergences politiques. Il y avait quel acteur? Les mêmes acteurs qui sont autour de lui. En 1975, entre 1975 et 1962, ces acteurs étaient jeunes. Aujourd'hui, beaucoup de ces acteurs qui sont encore autour de lui sont vieux aujourd'hui. Mais ce sont les mêmes acteurs de la transition de 1982 qui sont là aujourd'hui. Si vous voulez... je finis ici. Je vais finir ici avant que vous ne preniez la parole. Pour vous dire que... Non, je vous relance. Hein. Oui. C'est vrai que, comme vous dites que ce sont les mêmes acteurs qui sont toujours là avec lui, je voudrais vous aider à comprendre que, par exemple, le ministre DCC, Samuel Vondayolo n'y était pas. Le SGPS n'y était pas. Quand je parle de mêmes acteurs, quand je parle de mêmes acteurs, je ne parle pas de la totalité. Je dis bien qu'il y a des personnes autour du président de la République qui étaient avec lui. Vous avez parlé de la famille. Pardon? Chantal Biya n'y était pas, puisque vous parliez de la famille. S'il vous plaît, j'ai dit, probablement. Il y a les acteurs qui étaient autour de lui. Il y a les acteurs qui étaient autour du président de la République en 82. Oui. Et qui sont encore là aujourd'hui. Monsieur Bello Bouba est encore là. Monsieur Ayan Luc est encore là. Hein?
Monsieur Chiroma est encore là. Nous sommes d'accord? Chiroma n'était pas là. En 82? En 82, Chiroma n'était pas là. Monsieur Belobouba était là? Monsieur Belobouba était là. Hein? Belobouba était là. Je dis donc il y a ces acteurs-là qui sont encore présents. Oui. Et maintenant, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui est en train de se jouer? La transition telle qu'elle a été préparée en 1982, ce n'est pas la même manière que le président de la République devait préparer sa transition à lui. Maintenant, en 1982, il y avait un seul parti politique. Aujourd'hui, il y a plusieurs partis politiques. Je me dis aujourd'hui, maintenant, le cambriolage, je veux souligner parce que si on ne suit pas bien, vous n'allez pas comprendre maintenant où je vais. Le cambriolage est un symptôme d'une transition qui se prépare qui s'est très mal préparée et qui aura des conséquences si on ne fait pas attention. Cette affaire est politique. Moi, je vois ça très dans la vision. Pardon? Vous faites dans la vision. Mais vous pouvez aussi dire ça. C'est une question. Vous pouvez aussi dire ça. Mais bon, je veux vous dire que par rapport même à la préparation de la transition après bien, puisque vous vous intéressez à la vision, j'avais fait une révélation, c'était sur Canal 2. Une révélation que j'ai eue la nuit du 4 vers le 5 décembre 2020, après le grand dialogue. Et cette révélation était claire. C'était des choses que moi je n'ai jamais connues. La révélation dit, Monsieur Paul Biya est bénéficiaire de ma grâce. C'est Dieu qui le dit. Monsieur Paul Biya est bénéficiaire de ma grâce. Monsieur Paul Biya a reçu le Cameroun quand le Cameroun était en paix. Et je veux que Monsieur Paul Biya laisse le Cameroun en paix. Ça, c'est et sur la forme fédérale. Je dis bien que c'est une révélation. C'est une révélation. La vision. Moi, je reçois la révélation divine de l'Esprit Saint et c'est de Dieu. Je sais que ça peut créer des polémiques. Mais je dis, Dieu souhaitait que le président de la République... Dieu souhaite. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis en train de parler le français. Je suis en train de parler le français. Ma première langue n'est pas le français. Donc, excusez-moi que je puisse... J'ai dit que ces indications ont été données et j'ai transmis ces messages. Le président de la République devait organiser un dialogue. Parce qu'il y avait eu un dialogue avant que le chef de l'État vienne. Mais c'était un dialogue restreint parce qu'on était à une époque de parti unique. Il y avait eu un dialogue. Merci beaucoup. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le cambriolage annonce là le désordre qui va se jouer dans la transition. C'est compris. Et quand je vais prendre la parole après, je veux... Vous allez nous expliquer comment c'est de ce produire.